La deuxième question est quasiment la plus importante. Pourquoi il nous a fallu, depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 92, autant d'années, j'allais dire bientôt 30 années, pour essayer d'être au plus près des engagements. Il faut voir qu'on a passé des phases successives extrêmement importantes. Jusqu'à la COP21 en 2015, la plupart des pays du Sud disaient « mais c'est pas à nous de faire des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre », y compris la Chine et l'Inde, en disant « mais c'est finalement les pays développés, industrialisés au cours du 19e siècle qui ont émis la plupart de nos gaz à effet de serre. C'est à eux de faire des efforts maintenant. Nous, on les fera peut-être ou on les fera pas forcément. » À partir de 2015, on a engagé une dynamique complètement différente, où les pays du Sud sont aussi conscients, tous les pays de la planète sont conscients qu'ils doivent faire des efforts, non seulement pour les beaux yeux de la planète, mais pour eux-mêmes, parce que les conséquences du changement climatique seront très dommageables chez eux, et aussi parce que la compétition économique vers la neutralité carbone, c'est en fait la modernité économique de demain. Et donc quand la Chine, l'Inde, l'Union européenne et les États-Unis de Joe Biden mettent en avant l'économie verte, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, c'est parce qu'ils savent qu'en fait le monde de demain sera un monde qui sera dans cet univers de la neutralité carbone. Et donc le ressort de la compétition économique est extrêmement important. Il faut préciser, pardonnez-moi Sébastien Treillard, je voudrais qu'on précise un terme, parce qu'on en parle tout le temps sans le redéfinir, ça me paraît très important. Quand on dit neutralité carbone, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que les émissions que l'on continuera d'émettre, enfin les émissions CO2 qu'on aura encore, parce qu'on n'arrivera jamais à zéro, il faudra les compenser entièrement. Et on se rend compte que cette neutralité carbone, c'est une condition nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est le minimum en réalité. En fait, c'est un impératif. Et je pense que vous l'avez dit de manière très claire, ce que les gens n'ont pas forcément, ce que les gens qui s'engagent à la neutralité carbone n'ont pas forcément encore tout à fait en tête, c'est qu'en fait, c'est aller au plus près de zéro émission de gaz à effet de serre à partir de 2050. Au plus près de zéro, vraiment, parce que notre capacité à compenser les émissions résiduelles sont très faibles, sont vraiment très limitées, c'est ce que dit le GIEC. Et donc, c'est ce que les Britanniques appellent la race to zero. Il faut qu'on aille quasiment à zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est des transformations extrêmement profondes de nos secteurs économiques s'ils veulent se mettre dans cette situation où il ne faut plus dépendre d'une énergie fossile, où il faut aussi parfois, comme on le voit dans l'industrie agroalimentaire, se dire qu'en fait, si on réduit le méthane, ça veut dire qu'il faut aussi probablement changer notre relation aux ruminants, aux animaux qui produisent du méthane, et probablement en consommer moins. Et donc, c'est des business models, des modèles d'affaires où il faut en fait chercher de la valeur, pas dans le volume, faire moins de lait et moins de viande, mais de mieux de lait et mieux de viande avec plus de valeur ajoutée, parce qu'en fait il faut réduire, et donc c'est des transformations extrêmement violentes, mais en même temps extrêmement nécessaires de la plupart de nos secteurs économiques. Mais alors là vous dites quelque chose de très important Sébastien Treillard, parce que si je vous ai bien compris, il faut aller vers la sobriété, moins prendre l'avion, moins manger de viande, etc. La question va se poser de l'acceptation. Je vous cite un sondage Allianz très récent qui nous dit que seuls 14% des Français accepteraient, par exemple dans le cadre de l'énergie, une hausse des prix supérieure à 10%. Des niveaux qu'on considère généralement suffisants pour initier des changements d'habitude. La moitié des personnes interrogées dans ce sondage disent ne vouloir payer aucun centime de plus pour leur énergie. Alors que vous êtes en train de nous dire, le vrai discours, celui qu'il faudrait tenir aux populations, c'est celui de Churchill pendant la guerre qui disait « j'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Peut-on politiquement dire cela aujourd'hui, Sébastien Treillard ? Je pense que c'est ce qu'on a entendu hier. Enfin, je me permets de le dire. La prise de conscience et les mots qui ont été employés par les chefs d'État hier étaient de cette nature-là. C'est-à-dire, quand on voit les impacts que commence déjà à avoir le changement climatique, il faut absolument changer. Et changer ne sera pas quelque chose qui ira sans complications. Du sang et des larmes, je ne sais pas, mais des complications certaines. Ça, c'est extrêmement présent. Et la plupart des grands leaders de la planète l'ont dit hier. Mais quand le gouvernement français dégaine son indemnité inflation du fait de la flambée des prix de l'électricité et du gaz, est-ce que les actes gouvernementaux ne vont pas à rebours complètement de ces belles déclarations d'intention? On a entendu Boris Johnson dire on va vers des mouvements de population totalement incontrôlables si on ne modère pas finalement l'impact du réchauffement. Alors moi, mon impression, c'est qu'en fait, il y a une vraie question dans la transformation dont on parle, c'est que les personnes les plus vulnérables ne soient pas touchées de manière insupportable et puissent continuer une vie décente, normale, positive, même si le prix de l'énergie augmente. Et cette question-là, elle est extrêmement présente en Europe actuellement avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et comme vous le soulignez, la question de l'augmentation du prix de l'énergie, qui n'est aujourd'hui pas liée à l'ambition de transition énergétique, elle présage quand même de choses qui vont nous arriver si on
commence à faire des efforts pour que l'énergie qu'on consomme et qui produit ces gaz à effet de serre aujourd'hui, que ça soit mieux intégré dans le prix de l'énergie. Et donc si le prix de l'énergie augmente, il va falloir trouver des solutions pour protéger les plus vulnérables. Et ça, il me semble que c'est un certain nombre de politiques qu'on voit dans des pays européens, et j'allais dire y compris en France, pour ne pas spécialement jeter la pierre à notre gouvernement, il y a le souci de protéger les populations les plus vulnérables. Et ça, il me semble que c'est extrêmement important que cette transition se fasse de telle manière que les populations les plus pauvres que leur mode de vie ne soit pas complètement détruit par cette transformation. Et on a vraiment des outils pour faire cela. Et puis par ailleurs, il y a aussi tous les emplois dans les secteurs qui vont être particulièrement touchés. Et pour revenir à ce secteur de l'élevage qui est un peu sous le feu des projecteurs avec la question du méthane que vous avez mis à l'actualité et vous l'avez fait à juste titre aujourd'hui, le secteur de l'élevage en France est tout à fait au courant que de toute façon, pour des raisons économiques, il est aujourd'hui dans une situation, j'allais dire, et pas environnementale, purement économique, il est aujourd'hui dans une situation compliquée. Et cette idée de se dire on va essayer de changer de modèle pour faire plus de valeur et moins de volume, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir en disant et combien d'emplois derrière ce genre de transformation. Oui. Et c'est bien ça dont il faut discuter aujourd'hui. Sébastien Treyer, vous avez dit tout à l'heure, l'Inde a présenté un plan pour la neutralité carbone en 2070. La Chine, elle, vise 2060. Quand on relit les déclarations du G20, on ne parle même plus de la date butoir de 2050. Je vous donne l'exemple aussi de l'Arabie Saoudite qui vise la neutralité carbone mais veut continuer à augmenter sa production de pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de relâchement général à l'égard de la question du réchauffement climatique en ce moment ? Moi, je fais une lecture distincte, mais vous avez raison, il va falloir qu'on trie le bon grain de livret de manière très claire, que l'expertise soit mobilisée de manière extrêmement claire, parce qu'aujourd'hui, on a des déclarations qui vont dans tous les sens sur cette question de la neutralité carbone. De mon côté, avec les expertises et la recherche à laquelle je peux accéder, il y a très clairement des mouvements qui sont très différents entre, d'un côté, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, j'allais dire même les États-Unis, derrière les engagements desquels, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde, 2050 pour l'Union européenne, on a des travaux très clairs et des plans qui sont mis sur la table avec une compréhension très précise et très discutée dans les pays par les acteurs économiques et par la société civile sur comment est-ce qu'on y va et quelles sont les choses qu'il faut faire dès aujourd'hui pour que cette neutralité carbone à long terme soit crédible. De l'autre côté, on a des plans d'Arabie Saoudite, d'Australie, du Brésil qui sont n'importe quoi, je me permets de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont appuyés sur rien du tout ou sur des choses qui ne sont pas du tout crédibles par rapport à ce que la science demande. Et c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant pour pouvoir... Il faut que cette COP, notamment, précise quelle est l'intégrité, la crédibilité des plans de neutralité carbone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a même lancé un processus sur la transparence de ces engagements-là pour qu'on ne soit pas en train de tout mélanger. Et comme vous le dites, sinon on a l'impression que c'est un relâchement. Alors qu'en fait, il y a deux mouvements extrêmement distincts, avec d'un côté des choses très importantes comme la déclaration de l'Inde et des choses qui sont du vent, comme un certain nombre d'autres pays que vous avez mentionnés. Alors, est-ce que la science